Bonjour, alors bienvenue à tous et nous allons vous présenter la section DNMAT graphisme qui se décompose en 2 parcours. Alors pour être plus clair, je vais enlever mon masque et essayer de bien être clair pour expliquer les 2 parcours. Alors, dans la section DNMAT graphisme, il y a le parcours typo édition, imprimé et numérique, et le deuxième parcours s'appelle identité visuelle et stratégie de communication. Donc on va apporter différentes informations, détails sur ces 2 sections qui sont enseignées sur 3 ans, DNMAT 1, 2 et 3, avec des fondamentaux en première année qui sont communs aux 2 parcours, et en deuxième année et troisième année, des enseignements qui se spécialisent en fonction de chaque parcours. Alors on va peut-être lire des questions qui arrivent sur le chat. Oui, alors la première question, c'est par rapport au logiciel, s'il faut déjà avoir des compétences dans les logiciels pour entrer, ou s'il va y avoir des cours. Alors, la première question concerne les compétences logicielles à l'arrivée dans ces parcours graphisme. Alors, pas de crainte, des cours en infographie sur les logiciels qui permettent de mettre en page, de faire des dessins vectoriels ou faire de la retouche photo, et plus tard de l'animation, du motion design. Tous ces cours vont être enseignés dès la première année, donc c'est pas la peine d'avoir un gros bagage, même si vous n'avez pas du tout de bagage en outils numériques, eh bien tout ira bien quand même, puisqu'on démarre du début de ces logiciels. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a une question sur les books. Oui. Les attentes qu'il y a pour entrer dans l'école. Alors, je reformule la question. Une autre question peut-être plus administrative par rapport au fait de postuler à ce DNMAT graphisme. Eh bien, il faut se rapprocher d'une part de l'administration pour connaître tous les documents à fournir afin de valider une candidature. Mais les entretiens et les books ne sont plus à penser à fournir, en tout cas, lors de la candidature. Il faut alimenter la lettre de motivation par des références ou des centres d'intérêt clairement identifiables dans la lettre, mais il n'y a pas de book à joindre au dossier. Et du coup, au niveau des entretiens, comment ça se passe ? Alors, il n'y a pas non plus d'entretien. Ok. Ça, c'était avant Covid. Depuis l'année dernière, puisque le premier confinement a commencé en mars, l'année dernière, il n'y a pas eu d'entretien. Les candidatures ont été étudiées en distance, c'est-à-dire avec des pièces qui ont été numérisées par les candidats et fournies à l'administration via le site Parcoursup. Et donc, quelles sont vos attentes au niveau du dossier Parcoursup ? Alors, les dossiers retenus sont évidemment les dossiers qui font état d'une motivation pour la discipline, un intérêt pour le domaine du graphisme, et pour montrer qu'on est intéressé au graphisme, eh bien, il faut lire des documents sur le graphisme, s'intéresser par exemple aux campagnes publicitaires ou s'intéresser aux créateurs de caractères, envisager de dessiner, d'avoir une pratique de dessin quotidienne. Et toutes ces dimensions liées au graphisme sont à évoquer dans la lettre de motivation. Concernant les bulletins, ça intrigue toujours un candidat. Mieux vaut un bulletin moyen bon mais homogène qu'un bulletin qui est hétérogène avec des notes qui sont très très variées
et qui témoigneraient par exemple d'absentéisme ou de problèmes de comportement. Donc ces candidatures sont très vite éliminées. Donc on apprécie une régularité, un engagement lisible dans les remarques aussi des bulletins. Il y a une question concernant la distinction entre les deux parcours. Alors, les deux parcours, a priori, même s'ils sont sous la même mention graphisme, présentent des différences notables. Le premier parcours, comme on l'a précisé au début, s'appelle typographie et édition, imprimé et numérique. Le deuxième, identité visuelle et stratégie de com. Et en fait, si on essaie de traduire un petit peu ces mots techniques, le premier parcours typo-édition va travailler les différentes formes de lecture sur des médias imprimés, sur des médias numériques comme des applications, des sites internet, où on gère la mise en page et la typographie. Concernant le parcours identité visuelle, je vais passer la parole à ma collègue qui est responsable de la section identité visuelle et stratégie de communication. Bonjour à tous. Alors, pour essayer d'expliciter ce que c'est que ce terme identité visuelle, en fait, en identité visuelle, on essaye de créer une cohérence plastique, artistique, qui va pouvoir dénoter une marque, une association, une émission télé, toutes sortes d'identités, d'institutions, on va dire. Et donc, on travaille aussi également sur les couleurs, sur les signes, la nature des signes, la nature des lettres, et un ensemble qui peut passer par le motion design pour voir comment, y compris l'identité, elle se déploie dans le mouvement. Voilà. Et ensuite, on a donc ces deux termes, identité visuelle et stratégie de communication. Donc, stratégie de communication, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit vous faire écho aux campagnes de publicité. Donc, la communication, en réalité, aujourd'hui, elle est très large. Nous, c'est la communication visuelle et la communication par le message, donc le rédactionnel. On fait pas que de la pub, parce qu'on peut aussi communiquer. Donc là, cette année, on a travaillé pour des partenariats comme Lustucru, fêter les 110 ans de la marque, mettre à l'honneur cette marque et trouver un peu une signature contemporaine. Mais on peut travailler sur des causes plus environnementales, comme là, on sort d'une campagne pour la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. Donc les causes sont diverses et l'engagement graphique est très important à valoriser dans notre section. Il y a une demande de précision sur le type de projet pour les typo-éditions et potentiellement les partenariats. Alors, la question, je la reformule. Donc, les types de sujets abordés par le parcours typo-édition. Je vais laisser la parole à un étudiant. Une parole d'étudiant, c'est très important. Bonjour, du coup, moi je suis Benjamin Langlais, je suis en 3e et dernière année de DNMAD, donc je suis là depuis la première version de ce DNMAD. Et ce qui va vraiment différencier les stratégies de com de la typo-édition, c'est qu'en typo-édition, on va plus être dans les faits, sur l'objet livre, c'est-à-dire que plus sur l'ordre de lecture, le traitement des images et la manière dont on compose une image dans une structure. Par structure, j'entends livre, mais j'entends aussi un site internet ou une application. Et je pense que ce qui différencie, c'est qu'on a peut-être une approche du graphisme qui va être un petit peu plus, sans vouloir faire de généralité, mais peut-être un petit peu plus artisanale / expérimentale, dans le sens où on est moins tourné vers la cible et le client. On est plus tourné sur comment est-ce que on va pouvoir rendre compte d'un contenu et le valoriser à son maximum. Ce qui est un peu le même cas que pour la stratégie de com, mais c'est différent. On ne s'adresse pas au même champ commerciaux que la stratégie de com. Cependant, ça ne nous empêche pas du tout de travailler sur des médias qui sont numériques. On fait beaucoup de choses, on fait quasiment tout à l'ordinateur, surtout avec le coronavirus, mais on fait des médias numériques, des trucs de story Instagram. Je veux dire, la section diversifie quand même, et notre activité se diversifie quand même sur plein de supports. Donc, c'est pas du tout. On va vraiment être plus sur le traitement du contenu et la mise en valeur de celui-ci, plus que sur des objectifs peut-être plus de vente et de séduction
comme la stratégie de com, je pense. Alors j'ai envie de compléter quand même parce que ce qu'on va aborder comme sujet dans le parcours typographie-édition, eh bien si on reprend ces deux termes-là, on va dessiner de la typographie, on va faire des livres, qu'ils aient 4 pages ou 360 pages, on va réaliser des documents qui vont être lus et le rapport entre l'image et le texte va être très important. Et quand on parle d'image, on va créer des images, c'est-à-dire qu'on va faire de la photographie, on va dessiner, mais on pourra aussi faire des images numériques qui ont chacune d'elles un sens particulier qui entre en résonance avec le contenu dont nous parlait Benjamin. Donc le dessin de la typographie, la mise en page, le rapport entre les deux et la manière dont on va manipuler le livre et sa matérialité, le papier, la reliure, son format, sa prise en main, tout autant qu'une application qui va avoir une manipulation particulière, vont être nos préoccupations au quotidien. Est-ce que tu veux montrer la différence avec l'identité visuelle et la stratégie de communication ? On peut peut-être faire aussi intervenir un étudiant en identité. Non ? Ça serait sympa. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Mélina, je suis en identité aussi. Et la différence avec peut-être le parcours édition, c'est qu'on va plus se tourner vers la réalisation d'affiches, de logotypes, d'identité visuelle, plus vers la stratégie de communication. Et donc on réalise en ce moment des pictogrammes, des identités, donc on a un parcours par rapport à l'identité de ville, des affiches, des campagnes de communication, de la publicité, etc. On a réalisé cette année un partenariat avec l'entreprise Lustucru. On a réalisé du coup des affiches pour leur anniversaire. Et donc pendant la première année, c'est plutôt un tronc commun, voilà. Avec donc on a la chance de pouvoir découvrir le parcours de l'autre filière, de l'autre parcours. Et donc ça c'est une grande chance, je pense, de pouvoir communiquer avec l'autre parcours. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Mélina, effectivement, le choix de l'équipe pédagogique pour lier les deux parcours de graphisme est de rassembler tous les étudiants en fait de ces deux parcours sur les fondamentaux du graphisme en première année. En deuxième année, en troisième année, ils se distinguent l'un de l'autre. Mais en première année, la volonté, c'est d'enseigner les fondamentaux comme le dessin, le sens de l'image, les pratiques éditoriales, les cours d'infographie, la couleur, la typographie, les familles de caractères, etc. Tous ces fondamentaux importants pour les deux sections sont enseignés en même temps à l'ensemble de la mention graphisme. Et on essaie de mettre en place, par ailleurs, par-delà les contenus fondamentaux du graphisme, un esprit de classe solidaire pour les faire travailler en binôme et les faire se connaître, afin d'avoir comme ça sur nos 3 ans une promotion qui aime, apprécie travailler ensemble et connaissent un petit peu leurs particularités, leurs différences et leurs points d'accroche et d'entente. Oui, c'est une grande chance de pouvoir collaborer avec nos camarades de typographie et ça nous apprend beaucoup du travail d'équipe et c'est quelque chose qu'on met en place tout au long de la formation et qui est une grande richesse. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, on demande si on doit choisir sa mention dès la première année. Alors, très bonne question. Est-ce qu'on doit choisir dès le début, au moment où on postule, est-ce qu'on doit choisir la mention dès le départ ? Alors oui, dans la candidature. Néanmoins, vous pouvez candidater aux deux parcours, mais forcément, on va sentir dans la lettre de motivation si vous êtes
davantage intéressé par la stratégie de communication ou si vous préférez aborder les différents niveaux de lecture à travers le livre ou les applications. Donc ça se détecte assez bien dans une lettre de motivation. Soyez quand même personnel dans la manière d'écrire ou de décrire vos motivations. Néanmoins, dans les faits, vous avez le droit de postuler aux 2 parcours, même à d'autres mentions dans l'école, objets, événements, spectacles, etc. Vous pouvez faire de multiples candidatures. Une chose qui est intéressante, c'est que comme vous êtes tous regroupés en première année, si il y a une intention de permuter et d'aller sur un autre parcours au sein de la mention graphisme, eh bien, si vous trouvez un camarade qui est d'accord pour échanger avec vous, c'est possible. Si vous êtes en typo-édition, eh bien, et qu'il y a un étudiant en identité visuelle et stratégie de communication qui veut échanger avec vous pour la 2e et la 3e année, c'est possible. Olivia, tu veux rajouter quelque chose ? On voit bien que c'est difficile pour vous de savoir précisément dans le graphisme en fait quel parcours choisir. Mais bon, voilà. Après, c'est une demande. Il faut arriver à prioriser en fait un des 2 champs, en sachant qu'effectivement en première année, de toute façon, vous serez amené à croiser ces 2 champs et avoir de toute façon sur l'ensemble des 3 ans une formation en graphisme assez complète, on va dire. Voilà. Et les métiers sont complémentaires. Dans la vie professionnelle, vous allez être amenés à travailler ensemble. Alors, pour mieux comprendre la différence entre les 2 parcours, les étudiants ont eu la bonne idée de créer des comptes Instagram dédiés à chacun des parcours, et l'adresse de ces comptes Instagram étudiants qui sont validés par les professeurs vont bientôt être communiqués soit dans une story officielle, soit sur le site où vous arriverez bien à contacter certains de nos étudiants à travers leur Instagram. Et ce qui est très intéressant dans leur compte Instagram d'étudiants, c'est que l'on voit les productions des étudiants sur les 3 années. En typo-édition, vous allez voir les productions éditoriales, vous allez voir des créations typographiques. Et dans l'autre compte, identité visuelle et stratégie de communication, vous allez voir des affiches animées, des logos, des identités visuelles et des campagnes à travers plusieurs médias, imprimés et numériques également. Et puis même des applis d'ailleurs. Et l'adresse de ces comptes qui sont en train d'être alimentés, qui sont en cours de modération, eh bien, on peut quand même vous donner un petit peu un scoop et vous donner le nom de ces comptes. Mais soyez patients, ils vont bientôt être communiqués par des voies officielles, mais ils sont très beaux déjà, esthétiquement, les contenus sont très intéressants, informatifs, et distingue bien les 2 parcours. Alors, pour ce qui concerne le nom de ces comptes Instagram d'étudiants, je laisse la parole à Mélina. Alors, je pense que nos camarades en coulisses vont pouvoir l'écrire en commentaire, mais alors, ça s'appelle dnmad.graphisme.idv.ensama pour ce qui est des identités visuelles et stratégies de communication. Et les typographies, donc c'est le même module, dnmad.graphisme.typo.ensama, si je ne me trompe pas. Mais de toute manière, on me corrigera dans les commentaires du live. Voilà. Et ils seront continuer d'être alimentés tout au long de l'année, donc ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'un autre étudiant, une autre étudiante veut intervenir pour répondre aux questions suivantes ? Alors, il y a une question sur est-ce que les bacs professionnels peuvent intégrer la formation ? Alors, la question porte sur les types de candidatures. Est-ce que des élèves, des lycéens en bac professionnel peuvent postuler pour cette formation ? Alors, est-ce que tu veux répondre ou je réponds ? Oui, on va répondre. Alors, déjà, pour tout ce qui est de l'ordre des typologies de candidature, mieux vaut s'adresser à l'administration. Néanmoins,
les bacs professionnels, évidemment, sont les bienvenus. Évidemment, vous pouvez candidater. Vous faites partie de nos candidats chaque année et de nos étudiants recrutés. Donc, dans chacune des promos, il y a des bacs professionnels. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y a une question sur les emplois du temps, Oui. le nombre d'heures et... Tu veux répondre ? Donc pour les emplois du temps, en première année, on va avoir un emploi du temps qui sera un peu plus chargé que celui en deuxième année et en troisième année. En première année, il sera plus chargé parce que on va apprendre toutes les bases et les spécificités de chaque compétence et parcours, voilà exactement. Et en deuxième année et troisième année, on va privilégier petit à petit l'autonomie pour pouvoir se diriger ensuite vers quelque chose de plus professionnel et professionnalisant pour chaque étudiant. On va Donc on va en première année explorer divers spectres qui vont pouvoir nous faire comprendre en fait le graphisme dans tous ses champs possibles. Et ensuite, en deuxième année et troisième année, on va pouvoir plutôt se spécifier du coup en édition, dans tout ce qui touchera plus à l'édition, tandis qu'en identité visuelle, ce sera plutôt des campagnes, etc. Okay. Sur les contenus, peut-être, des matières enseignées, il n'y a pas de question là-dessus ? Si. L'autonomie, il y avait une question sur l'autonomie ? Non ? L'emploi du temps. C'est-à-dire que les emplois du temps sont assez bien gérés dans l'école. Il y a du temps qui est laissé en autonomie aux étudiants pour pouvoir parfaire justement les différents projets et les différentes disciplines enseignées à l'école. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre sur les emplois du temps. L'emploi du temps, effectivement, il est plutôt concentré. Il y a, dans la mesure du possible, chaque année, une journée disponible qui sert à l'autonomie de l'étudiant. Et en fait, l'autonomie, c'est pas les devoirs, c'est prendre la décision de visiter une exposition, d'aller faire des croquis à l'extérieur. C'est prendre en main, être acteur de sa formation. Et donc, l'emploi du temps, il est organisé pour laisser du temps à l'étudiant, pour mener des projets personnels liés à la discipline, bien sûr. Mais il est relativement dense en première année. Il y a beaucoup de travail demandé. C'est une formation exigeante. Il faut avoir des aptitudes d'organisation. Il ne faut pas se laisser déborder par les différents travaux demandés. Donc, il faut être régulier dans le travail. C'est un atout qui va permettre de réussir ses études. Oui, tout à fait. Il y a un vrai saut avec le DNMAD. On passe dans l'enseignement supérieur et faut arriver à faire ce saut en fait. Et donc il y a beaucoup quand même de travail à la maison, chez soi, pour parfaire et approfondir tous les projets et effectivement s'ouvrir culturellement le plus possible. Voilà, ouvrir son champ de référence et que ce soit littéraire, musical, pictural, tous les champs artistiques sont les bienvenus. Mais ce travail, il est instillé, disons, à l'école, et puis il faut le compléter. Donc, il faut le compléter non seulement par l'exécution des tâches ou des travaux qui sont menés au long cours, mais il faut le compléter de manière culturelle. Alors on pourrait dire oui, mais en ce moment, avec le Covid, on ne peut pas aller voir les musées, on ne peut pas visiter les expositions, c'est difficile de se déplacer, d'aller faire des voyages culturels. Néanmoins, tous les musées, en tout cas à Paris et en province, les grands musées
musées s'organisent pour que les expositions soient virtuellement visitables. Il y a des fiches pédagogiques qui sont téléchargeables sur tous les sites des grands musées et c'est une démarche innovante. C'est vrai que c'est compliqué pour des étudiants qui n'ont pas l'habitude de travailler seuls. Néanmoins, on peut malgré tout avoir une veille culturelle, un intérêt pour l'actualité artistique, par exemple, en surfant, ma foi, sur les sites dédiés aux grandes expositions où certains galeristes aussi vont mettre en ligne leur contenu pour pallier le problème de présentiel actuellement dans tous les milieux culturels. Les concerts et les pièces de théâtre sont aussi à voir en ligne. On ne s'arrête pas à un champ culturel dédié au graphisme. Tous les domaines artistiques, mais aussi sociologiques, aussi politiques, sont intéressants pour nourrir un travail de designer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une question portant sur le fonctionnement du DSA. Ah oui, question très intéressante parce qu'on parle beaucoup du DNMAD en 3 ans, donc après le bac, mais après ce DNMAD, il y a le DSA. Et c'est en 2 ans, c'est un diplôme supérieur d'art appliqué. Ici, nous proposons différents DSA que vous retrouverez sur le site internet de l'école. Le plus logique après le DNMAD graphisme, c'est le DSA qui s'appelle graphisme transmédia. Et donc, on va également mettre bientôt l'adresse d'un compte Instagram et des photos pour alimenter en contenu visuel ce qui est fait en DSA. On va plutôt parler de design graphique plurimédia, puisqu'on va pouvoir développer tous les projets sur tout type de support visuel, auditif, sensoriel dans ce DSA. Et on a une grande part de recherche fondamentale en graphisme et évidemment un mémoire important aussi à rédiger en 2e année. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olivia ? Non, juste que le diplôme supérieur d'art appliqué, donc le DSA, ouvre à des perspectives plus, conceptuelles en fait, et il y a une dimension plus expérimentale, je crois que tu l'as bien dit, et qui est assez intéressante, assez enrichissante dans la poursuite du DNMAD, donc qui est un Valengrad licence. Voilà. Il y a même un autre diplôme après le DSA. Il y a un Master 2, mais toutes ces informations sont indiquées sur le site de l'école. Qu'est-ce que le complément spécifique ? Alors, la question est, qu'est-ce que le complément spécifique ? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Ah, alors là, vous parlez des candidatures et de la constitution du dossier de candidature. Les compléments spécifiques, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de l'administration pour connaître, et la vie scolaire aussi, qui pourra répondre très précisément sur ce qui est attendu dans cette appellation complément spécifique. Au niveau des stages, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne bien, les stages. Alors, en première année, le stage n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé, mais encore une fois, non obligatoire. Il est d'environ 2 semaines. Et l'avantage, c'est de pouvoir offrir à l'étudiant le choix de son lieu de stage. S'il veut faire un stage alors qu'il est inscrit en graphisme, s'il veut faire un stage dans un métier d'art, par exemple l'orfèvrerie, le vitrail, les métiers du cuir ou la photographie, c'est possible en première année. Pour ce qui est du stage obligatoire, je vais passer la parole à une étudiante à nouveau. Avec plaisir. Donc pour ce qui concerne le stage en 2e année, nous devons réaliser un stage sur une période d'au minimum 12 semaines. Et donc ce stage se doit d'être professionnalisant. Nous devons le réaliser avec au minimum un graphiste et dans le but de pouvoir nous former plus professionnellement à tout ce qui touche au graphisme et aux autres métiers qui l'entourent.
Donc, ça peut être fait dans n'importe quelle structure, entre guillemets. Ça peut être dans des musées, dans des entreprises ou dans une agence de communication. C'est très vaste et ça permet également de nous ouvrir à de nouvelles perspectives également. Voilà, maintenant nous sommes en pleine période de prospection pour ces stages, mais peut-être qu'il serait plus judicieux de demander à quelqu'un qui l'a déjà réalisé, donc les 3e années de DNMAD. Si quelqu'un veut parler. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis en 3e année donc, de DNMAD, Identité visuelle et stratégie de communication. Donc oui, en 2e année, on a dû réaliser un stage, étant donné que le contexte était particulier, donc on a dû réagencer les semaines de stage, mais on a dû réaliser ce stage. Pas mal de personnes ont choisi des choix différents en termes de stage. Moi, personnellement, je l'ai réalisé dans un magazine web qui est spécialisé en mode et en influence en termes de tendance. Mais il y avait plein d'autres choix, notamment dans des agences de communication, des agences publicitaires, aussi en typographie, puisque en graphisme identité visuelle, on peut aussi s'orienter sur d'autres champs. Et donc ces stages, c'est aussi une opportunité de savoir qu'est-ce qu'on envisage en termes de poursuite, soit d'études ou de choix professionnels, tout simplement. Et moi, ça m'a permis aussi de confirmer un peu mes goûts en termes de métier et de pouvoir peut-être, juste après le DNMAD, commencer un métier directement ou alors continuer avec peut-être un DSA ou 2 ans d'études supplémentaires. Peut-être tu peux nous préciser, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la formation plus spécifiquement et dans l'identité et la strate de com, pourquoi tu avais fait ce choix-là Alors au début, c'était un peu par hasard parce que j'avais une appétence pour tout ce qui était art appliqué et mes études correspondaient pas forcément à cette poursuite d'études, mais j'étais très curieux et je l'ai montré dans mon dossier, donc je pense que c'est ça qui a plu. Et ce qui m'a intéressé dans cette mention, c'est surtout, bien évidemment, la communication, elle est présente partout. Il y a beaucoup d'entités qui nécessitent les postes de graphistes, et ce qui est intéressant, c'est de essayer de réfléchir à comment communiquer de façon claire, précise et cibler son message. C'était quelque chose que j'avais pas forcément conscience. Quand on voit des affiches dans la rue, par exemple, on se dit elles sont très belles, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Et de savoir apprendre à composer, à vraiment réfléchir, à qui on s'adresse, et aussi à répondre à une commande, c'est quelque chose qui m'a plu dans cette mention et que je garderai pour la suite. Et tu as une idée précise, toi, de ce que tu aimerais faire dans le graphisme ? Alors oui, j'aimerais plutôt soit m'orienter sur du graphisme lié à la mode, donc soit continuer sur un DSA image de mode à Duperré, donc on peut très bien envisager d'aller voir ce qui se passe dans d'autres écoles à Paris ou ailleurs en France d'ailleurs, et sinon j'aimerais aussi plutôt avoir un autre visu sur le graphisme plutôt conceptuel, et plutôt partir soit sur des beaux-arts ou pour avoir une autre dimension, puisque là c'est très pratique, et j'aimerais aussi peut-être travailler dans des musées, ce que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Okay. Oui, donc la dimension DSA, elle est intéressante pour toi. Oui. Tout à fait. Apparemment, il y a eu un problème au début et donc on a beaucoup de questions qui reviennent pour une demande de précision par rapport au portfolio. Alors, en fait, cette année, suite au Covid, il y a des nouvelles réglementations. Donc, les portfolios ne sont plus de mise. Il n'y aura plus de book. On ne sait pas encore exactement donc s'il y a quelque chose qui va remplacer, mais a priori, il n'y en a pas. Donc, ce que vous expliquait ma collègue au départ, c'est vraiment dans la lettre de motivation qu'il faut arriver à mettre tous les éléments qui vont vous définir et définir vos motivations profondes pour cette mention graphisme,
qu'est-ce qui vous intéresse dans le graphisme, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec du graphisme, et du coup arriver à spécifier si vous êtes plutôt un passionné de lecture et que vous avez vraiment envie de réaliser des livres ou des magazines, associer du texte à de l'image, dessiner des caractères, ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui a envie de communiquer sur des affiches et travailler autour d'identité visuelle, de pictogrammes, de signes, d'éléments récurrents, voilà, qui vont définir des identités. Mais c'est pour ça que le travail de lettre de motivation va être primordial, a priori cette année, encore plus que les années précédentes, puisqu'il n'y a plus de book. Et justement, par rapport à cette lettre de motivation, est-ce que c'est possible, imaginons, de faire un compte Instagram qu'on pourrait glisser dans la lettre de motivation pour avoir comme un portfolio que vous pourriez... Alors tout à fait, c'est ce qu'on attend justement. C'est-à-dire que on l'avait déjà un peu l'année dernière, mais évidemment, on attend des renvois sur des blogs perso, des comptes Instagram, des sites internet, effectivement, pour étayer l'univers de l'étudiant, du candidat. Est-il possible d'entrer directement en deuxième année ? Aïe, aïe, aïe. Mais là, c'est la série d'école. Alors, tu veux que je réponde ? Je veux bien que tu répondes. Alors, pour entrer en deuxième année, il faudrait déjà qu'il y ait une place disponible. Or, en graphisme, personne ne démissionne jusque-là. Il y a parfois des échanges entre mentions, mais nous n'avons jamais eu de place disponible. Il y en a eu une, ça a été une exception vraiment, et de toute façon, il y avait beaucoup de candidatures excellentes qui se présentaient pour remplacer cette personne qui a décidé de se réorienter vers les beaux-arts. Mais ça reste des exceptions. Donc, rentrer en deuxième année, c'est quasiment impossible. Mieux vaut postuler en première année. Par contre, la priorité est donnée à des bacheliers qui n'ont pas encore de diplôme. Donc, parfois, quand on reçoit des candidatures d'étudiants qui sont déjà licenciés, qui ont déjà une licence, eh bien, les candidatures ne sont pas étudiées. Donc, la priorité est donnée aux jeunes bacheliers voilà, qui auront donc leur bac en juin 2021. Voilà. D'autres questions ? On n'a plus beaucoup de temps, donc... Pourquoi choisir l'ENSAMA ? Ah, mais parce que c'est la meilleure école du monde, on le sait bien. Alors, l'ENSAMA a une particularité, au-delà de cette boutade, a la particularité suivante, c'est de proposer au sein de l'école quasiment tous les métiers du design. On parle de design global. Les autres écoles d'art parisiennes ont des identités fortes comme Dupéré, la mode, Estienne, le livre, l'histoire des médailles, de la lettre, etc. Boulle plutôt l'espace et l'ameublement. Et il y a aussi énormément d'écoles excellentes partout en France. Il y a d'autres DNMAT partout. Mais pourquoi l'ENSAMA ? Eh bien, c'est en temps non covidé, c'est l'accessibilité à toute l'offre culturelle, les musées qui sont à Paris. C'est central, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis il y a une multitude de provenances. Les étudiants viennent de partout en France. Il y a quasiment pas de Parisiens. Et ça, c'est un atout parce qu'il y a une diversité des provenances, des cultures, et ce mélange, cet heureux mélange, permet de créer une émulation au sein de toutes les promos qui est à souligner. Et pour les plus curieux des étudiants, eh bien, il y a une déambulation dans les autres ateliers qui est fortement conseillée, qui est fortement intéressante parce que on va pouvoir découvrir le design d'objets, on va pouvoir découvrir le design d'espace, le textile, l'innovation en textile, mais aussi des métiers d'art où le geste, la performance du geste, la dextérité de la fabrication est au cœur des préoccupations. C'est l'intelligence de la main.
et on a donc plusieurs métiers d'art. Et cette proximité au sein même d'une seule école, dans laquelle il n'y a même pas d'annexe, tout est rassemblé dans ce lieu aux 63 rue Olivier de Serres, eh bien, apporte une dimension tout à fait singulière. On a beaucoup d'inquiétudes dans les commentaires par rapport à la question spécifique sur Parcoursup. On parle de compléments spécifiques. Est-ce que vous en savez plus ? Alors, on a déjà répondu à cette question. Ces termes compléments spécifiques qui apparaissent dans Parcoursup, eh bien, ils vous seront expliqués au moment de par l'administration. Il y a des lives en début de journée ou en fin de journée qui permettent de répondre à tous ces problèmes administratifs. Donc surtout n'hésitez pas à questionner l'administration l'administration répondra de manière extrêmement précise, claire quant à la constitution de chaque candidature. N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Alors, on a une question. Est-ce que la formation identité visuelle et stratégie de communication convient pour devenir community manager ? Oui, a priori, ça doit pouvoir le faire. En fait, community manager, c'est quand même un métier en soi. Le fait de gérer les réseaux sociaux pour une entreprise, c'est bien d'avoir une culture graphique préalable, mais peut-être que Gabriel, tu peux en parler. Je pense que pour ce genre de métier, il y a d'autres écoles qui conviennent peut-être plus. Après, vous aurez les bases de graphistes et ça pourra servir. Mais je pense notamment à Subdecom peut-être, ou des écoles comme ça. Voie, on va dire, logique. Non, c'est pas forcément le métier qui est envisagé pour ce genre de formation. Après, si vous alliez cette formation avec une formation plutôt commerciale et plutôt dans la gestion des réseaux sociaux, peut-être ça peut être un atout si vous envisagez ça, mais c'est pas le corps du métier. Disons que c'est pas l'ancien BTS communication des entreprises, c'est pas trop notre secteur effectivement. Est-ce qu'il faut savoir bien dessiner ? Est-ce qu'il faut savoir bien dessiner ? C'est la nouvelle question. Alors, ne vous inquiétez pas, vous aurez des cours de dessin et les fondamentaux du dessin sont enseignés en première année, justement, classe entière ou par groupe. Et toutes les techniques du dessin, qu'ils soient traditionnelles ou plus... moins traditionnelle, est abordée en première année et ensuite est utilisée plus librement en deuxième et en troisième année. Le dessin, si vous arrivez que vous ne savez pas dessiner, c'est pas un problème. Par contre, il ne faut pas en être dégoûté parce que pendant 3 ans, vous allez dessiner. Et vous allez beaucoup dessiner. Mais ça va bien se passer. Donc, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas les bases. Par contre, il ne faut pas être effrayé par le dessin. Voilà, c'est tout. On dessine à peu près un dessin par jour, ça c'est minimum, mais c'est notre moyen d'expression, même entre nous, même sous forme de schéma, très simple. On n'attend pas de vous de devenir des illustrateurs académiques hyper réalistes. C'est pas du tout la demande, c'est pas du tout l'objectif. Mais vous ouvrir à différents modes d'expression et que le dessin complète le mot. C'est très important. Il faut avoir envie de dessiner. Et tout le monde a son style. Tout le monde développe sa propre écriture illustrative. Pas d'inquiétude. Et en tout cas, les fondamentaux sont revus dès le départ. Alors, par rapport à la situation actuelle, comment envisagez-vous la rentrée ? Alors, question subsidiaire. On vit aujourd'hui au jour le jour. On ne sait jamais si le lendemain va être confiné. Donc, la rentrée, si on part de la rentrée des vacances de février, on ne sait même pas comment ça va se passer. On espère, par contre, que tout continuera en présentiel parce que nos formations nécessitent la présence des étudiants, la présence des professeurs, le contact avec les matériaux. Donc, on espère au maximum que tout continuera en présentiel. Nous avons la chance ici à l'ENSAAMA comme dans d'autres écoles de design d'être encore en présentiel, c'est-à-dire qu'on a nos étudiants en face de nous, on montre des gestes, on fabrique des choses, on imprime, on fait de la maquette, on continue toutes ces fabrications
tout ce contact avec la matière est préservé encore ici. On espère qu'en septembre, à la rentrée de septembre 2021, ce sera comme ça. Parce qu'on le voit bien, les étudiants souffrent par ailleurs d'avoir des cours uniquement en distanciel. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Quand c'est des choses théoriques, c'est possible, voire des cours d'infographie, c'est possible, mais dès qu'on est dans la fabrication ou même l'échange ou le débat ne peut se faire qu'en présentiel. Donc on espère vivement maintenir nos précautions sanitaires pour éviter la propagation des virus et on espère bien que tout continuera en présentiel comme on l'a fait depuis septembre dernier. Alors, on a une autre question. Imaginons qu'on réalise un site internet ou un compte Instagram à glisser dans la lettre de motivation pour effectuer comme une sorte de portfolio. Qu'est-ce qu'il est important de mettre en avant dans les deux parcours imaginons qu'on vise un des deux parcours. Qu'est-ce qu'il faut mettre le plus en avant ? On sent la grande motivation des internautes. Vous voulez réussir votre candidature. Alors oui, vous pouvez dans votre candidature glisser l'adresse d'un site internet, l'adresse d'un Instagram, d'un compte Instagram. Qu'est-ce que vous pourriez mettre dedans ? Eh bien, si vous avez commencé une pratique du dessin, photographiez proprement vos dessins. Si vous faites de la photographie, par exemple, ou de la gravure, ou une pratique connexe au graphisme, eh bien, n'hésitez pas à témoigner de vos productions. Si vous aimez créer de la couleur, c'est possible aussi de montrer des productions colorées. Si vous allez dans des expos, témoignez, documentez votre visite dans une expo. Voilà un petit peu. Ce sont des choses simples, du bon sens, qui permettraient à des examinateurs, des candidatures, à des examinateurs de se rendre compte de votre environnement culturel, de vos envies, de ce qui vous motive et des choix que vous faites quand vous faites une recherche culturelle. Moi, je dirais tout ce qui est pratique autour de l'image, en fait. Toute expérimentation, exploration autour de l'image, photo, vidéo, animation, dessin, peinture. Absolument tous les médias sont possibles, sont ouverts. Images et puis lettres aussi. La lettre, c'est intéressant d'explorer déjà à votre niveau des lettrages, des caractères qui vous marquent, qui vous intéressent. Et puis ma collègue le disait, toute l'ouverture culturelle, effectivement, que ce soit des retranscriptions d'expos, de films aussi, de films qui vous ont plu, de livres, de lectures. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont importants à nous faire saisir pour qu'on puisse un peu arriver à saisir, délimiter un peu votre territoire, votre univers artistique, culturel, esthétique au sens large. Ok, donc on a d'autres interrogations par rapport cette fois au DSA. Faut-il avoir un portfolio ? Peut-on venir d'alternance ? Alors la question cette fois-ci porte sur le DSA. Alors au niveau des candidatures, cette fois-ci, en tout cas, ça s'est passé comme ça en mai dernier. Nous avons étudié des candidatures nombreuses. Il y aura 12 places à la rentrée prochaine pour le DSA, graphisme transmédia. Eh bien, parmi toutes ces candidatures, nous avons lu des lettres de motivation très argumentées, mais aussi nous avons pu regarder des portfolios là qui étaient fournis et qui étaient officiellement faisant partie du dossier de candidature. Voilà, si ça peut répondre à la question. Et par rapport au contenu du coup du DSA, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions ? Oui. Alors, le DSA graphisme transmédia, il se divise de la manière suivante. En première année, en fait, ça va être une succession de workshops qui sont animés par des intervenants extérieurs ou par les profs ayant des spécialités, donc en typo, en vidéo, en motion, en processing, en édition, en céramique. En céramique aussi, tous les métiers qui pourraient alimenter une pratique de graphiste. Donc ça, c'est la première année. Donc succession de workshops, c'est-à-dire d'ateliers animés qui durent quelques semaines, 2, 3, 4 séances pour découvrir une technique pointue
qui n'auraient pas été vus préalablement en DNMAD. Ça, c'est la première année. Et la deuxième année, c'est très différent. En fait, il va y avoir une réflexion approfondie sur une thématique choisie par l'étudiant, qui fait état d'un problème dans la société ou d'un manque particulier que le graphiste pourrait régler. Et donc, il y a un mémoire qui est écrit au premier semestre, et au deuxième semestre, c'est le temps du projet, c'est-à-dire que c'est un peu comme aux arts décoratifs. Le projet, c'est le projet de l'étudiant. Il a choisi son thème, il a choisi de développer ses solutions graphiques à travers différents moyens d'expression, allant des choses imprimées, en passant par le motion design, la 3D, la photogrammétrie, le scan 3D, les vidéos, donc tous les moyens qui sont offerts à la production d'images pour communiquer évidemment un message est envisagé de manière très ample, donc transmédia, en deuxième année, au deuxième semestre du DSA. Au quatrième finalement, enfin deuxième semestre de la deuxième année, pour être précis. Alors, on revient sur le DNMAD. Est-ce un atout de venir d'art appliqué de STT2A pour rentrer dans cette filière, dans cette section ? Alors, c'est un atout, oui, je dirais que c'est un peu le prolongement naturel, on va dire. Après avoir fait un bac art appliqué, effectivement, a priori, si ça nous a plu, on poursuit en DNMAD. Mais le recrutement s'ouvre aussi à des lycéens qui n'ont pas de cursus art appliqué. Dans les sélections, il n'y a pas de préférence. Les étudiants ont tous leurs qualités et c'est ce mélange qu'on attend. Quand on constitue une promotion, un groupe classe, on va apprécier le fait que les étudiants qui ont candidaté proviennent de régions différentes, de cultures différentes et de formations initiales différentes. Et c'est ça qui va constituer toute la richesse de la promotion. Non, tout a été dit. Je crois qu'il va falloir qu'on conclue. Merci d'avoir écouté ce live et postulez et tentez votre chance. Rien n'est perdu. Et oui, checkez nos Instagram qui vous montreront l'étendue des projets qui sont faits dans les deux mentions. Et vous pouvez poser des questions. On vous répondra. On est là pour vous. Vous inquiétez pas. Voilà, on ne va pas rajouter à ce climat anxiogène. En fait, postulez. Vous avez vos chances. L'ambiance ici est plutôt bonne. On espère bientôt enlever les masques. Ce sera encore plus sympa. Mais dans tous les cas, les étudiants sont acteurs de leur formation et n'ont qu'une envie, c'est de vous renseigner. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et merci de votre écoute. Merci à tous. À l'année prochaine.